Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme chaque week-end, on va se faire un petit point sur les marchés, faire un petit topo sur ce qui s'est passé un petit peu sur les principaux indices boursiers, les matières premières, important, puisqu'on s'est réveillé, oh mon Dieu, les matières premières montent. Bon, c'est toujours la même chose. En règle générale, j'aime bien avoir un esprit contrarien, c'est-à-dire que, bon, si vous suivez les vidéos, etc., bon, les matières premières, évidemment, ça fait pas 2 semaines que ça monte. Et l'idée, voilà, maintenant, tout le monde s'en inquiète et on va lier, bien entendu, à cette hausse des matières premières, l'inflation. Bon, on peut lier à cela beaucoup de choses, mais du coup, ce qui va être très important, c'est toujours le même thème, hein, et je veux dire, c'est la même chose. On en parlait il y a un an déjà, quand on disait, voilà, faut regarder les values, faut regarder un petit peu les actions qui ont du pricing power, etc., puisque quand l'inflation va revenir, etc., c'est là où ça va être important. Alors, l'inflation, de deux ordres. Vous avez une inflation des actifs qui est liée au dumping entre guillemets des banques centrales. Donc ça c'est une chose en effet, mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est justement la partie gouvernementale. Donc ce qui est très intéressant, donc pour moi, c'est à savoir l'inflation durable ou pas durable. J'essaierai de faire une autre vidéo. Alors vous pouvez aller fouiller sur la chaîne, des vidéos, on en a fait pas mal pour parler de l'inflation, pour anticiper tout ça, pour parler des matières premières. On en avait parlé dès 2019, avant même la crise du Covid. La crise du Covid accélère les choses dans justement la réouverture économique. Les gouvernements, les banques centrales accélèrent les choses justement dans l'injection de liquidité. Cette injonction de liquidité pour l'essentiel, c'est du bilan comptable, donc ça se retrouve essentiellement dans les actifs. Par contre, au niveau de l'inflation réelle, c'est-à-dire de consommation, là, c'est les aides gouvernementales. Donc, ce sont toutes les aides au salaire, etc. Donc là aussi, c'est très important, puisque on se retrouve dans une situation également où on a une économie qui réouvre, et on l'a vu dans les statistiques du chômage, notamment de la semaine dernière, le consensus s'est complètement planté. Ils attendaient, je ne sais plus, 900 000 postes, ils en ont eu que 200 000, etc. Création d'emplois. Mais ce qui est le plus important, voilà, c'est de se dire, bon, ben, du coup, j'ai un déficit. Mais j'ai un déficit finalement en fait de main-d'œuvre. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de postes à pourvoir, mais j'ai un déficit de main-d'œuvre. Et j'ai ce déficit de main-d'œuvre même sur, on va dire, du travail peu qualifié. Donc ça, c'est à lier aussi, j'essaye d'expliciter les choses, les aides ne sont pas mal, on va pas rentrer dans la politique, etc. Mais au bout d'un moment, c'est la même question que sur le Covid, c'est-à-dire quand est-ce qu'on réouvre l'économie, quand est-ce qu'on permet la réouverture, quand est-ce qu'on permet aux gens d'enlever le masque, quand est-ce qu'on permet voilà, tout un tas de choses. Et on a l'impression qu'on joue un petit peu avec la montre, que les politiques, tout ça, on joue un petit peu avec la montre justement pour éviter l'erreur, mais finalement, j'ai l'impression que c'est comme des mauvais investisseurs. Ils ont le FOMO, ils ont la pression, et sous la pression, en fait, on peut prendre des décisions qui sont mauvaises et qui finalement, en fait, vont nous impacter négativement. Bon, on peut rediscuter de comment la crise a été gérée, etc., dans tous les pays du monde, mais globalement, c'est exactement la même chose ici, c'est-à-dire que aider, c'est très bien, supporter, c'est très bien. Bon, l'école autrichienne se retourne dans sa tombe, mais c'est pas très grave. Mais c'est l'idée, c'est quand est-ce qu'on arrête. Et donc la question là sur les marchés qui brûlent et qui créent cette volatilité, hein, on reste dans des tendances fortement haussières comme je vous avais dit, mais le risque c'est la volatilité. Donc le risque c'est, comme les Américains ils disent, c'est un choppy market, c'est-à-dire que vous êtes toujours sur une pente ascendante, mais vous vous retrouvez parfois avec des grosses volatilités. Et c'est de ça dont il faut se préparer justement, parce que bah, du coup quand vous vous retrouvez avec un petit peu de volatilité, comme on a vu cette semaine, ben, si vous paniquez, vous prenez beaucoup de décisions et c'est là que les erreurs se font. Parce que vous n'avez pas préparé en amont, parce que justement vous n'avez pas intégré que le risque c'était cette volatilité, mais que pour autant, comme je le dis souvent, une tendance haussière aussi forte ne se retourne pas du jour au lendemain, ça se fait par étapes. Et une des étapes, justement, c'est les creux de marché. Et ces creux de marché, comme on est toujours dans un monde qui est blindé de liquidités, avec des banques centrales qui disent qu'elles vont garder les taux bas, il y a quelques banques centrales qui commencent déjà à remonter des taux, ou à parler de les remonter, ou à arrêter un petit peu leur ponction de liquidités. Et donc on l'a vu à la Banque centrale du Canada notamment, etc. Mais le monde il tourne surtout autour de deux banques centrales, enfin trois on va dire,
mais globalement, surtout la Banque centrale américaine. Donc c'est ça, reste le marché directeur, donc c'est ça qu'on regarde. Et là, je vais dire, Powell, il va le répéter, et il le répète à qui veut bien l'entendre. Pour lui, l'inflation est temporaire, donc c'est un goulot d'étranglement, et ça va se résorber. Et donc, il va garder ses taux bas pour supporter le plein d'emploi, etc. Donc, c'est là où on se retrouve justement entre, à un moment donné, si vous laissez les aides trop longtemps, ben, il y a des effets pervers. Un des effets pervers, on le voit, c'est que sur, par exemple, du travail peu qualifié, entre guillemets, on a des personnes aujourd'hui qui pourraient reprendre le travail, mais qui ne le reprennent pas parce que bah, ils ont encore pas mal d'aides, ils ont encore un chèque, un truc, un machin, et donc bah, ça leur coûte moins cher. Aujourd'hui, ils gagnent plus en restant à la maison et ils essayent éventuellement de prendre leur temps pour trouver un travail de meilleure qualité, ce qui est tout à fait respectable. Mais du coup, c'est ça qui, au niveau des statistiques du chômage, etc., peut créer ce décalage où on se dit, tiens, on pourrait justement aujourd'hui, on pourrait avoir ces créations d'emplois-là et les gens pourraient pourvoir et on pourrait avoir une baisse du chômage plus drastique, mais on ne l'a pas parce que justement on est dans cette période un petit peu entre deux où les gens ne sont pas ras la casquette, etc., à prendre le premier job qui leur tombe sous la main. Ce qui, encore une fois, est pas mal dans l'idée. Mais économiquement, voilà un petit peu où on en est. Donc il faut bien comprendre, et c'est ce que je vous avais expliqué, qu'on va se faire balader en permanence. C'est-à-dire que les bonnes statistiques peuvent être vendues parce qu'elles sont vues négativement, que justement la Fed va remonter ses taux, va réduire éventuellement ses aides, etc., que l'on va vers de l'inflation. Mais encore une fois, l'inflation, c'est pas forcément mal. Si on a de l'inflation, ça veut dire qu'on réouvre l'économie, ça veut dire qu'on bat le Covid, ça veut dire qu'on se remet dans un cycle économique. Alors oui, il y aura tout un tas d'effets qu'il faudra résorber avec le temps, et l'inflation n'est jamais mauvaise pour résorber un petit peu de déficit, c'est trop d'inflation, hein, comme on en avait parlé dans différentes vidéos, c'est trop d'inflation qui va être négative. Et surtout, ce qui est important, c'est que si on a de l'inflation avec de la croissance à côté, bon, ben, je veux dire, on est toujours dans un monde où, en tant qu'investisseur, on ressort gagnant, comme je vous ai dit, en plébiscitant les différents secteurs dont on avait déjà parlé. Mais c'est là surtout qui est important. Par contre, si on commence à un moment donné à avoir de l'inflation et la croissance commence à ralentir, etc., là, on part un petit peu de l'autre côté, du côté un petit peu plus pervers. J'ai pas mal de choses dont j'avais déjà parlé dans l'académie, etc. J'essaierai de les mettre un petit peu, de mettre les pensées d'une manière un peu plus ordonnée et d'en faire quelques vidéos pour pousser un petit peu sur ces arguments-là, parce qu'on n'est pas vous avez énormément de volatilité court terme, mais parce qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes ballotté, c'est normal. Donc vous avez pas mal de volatilité, pourquoi? Ben parce qu'on est ballotté en permanence entre, ouh, mince, on a l'inflation, aïe aïe aïe, les taux vont remonter, donc toutes les sociétés qui sont endettées, toutes les sociétés qui sont basées sur des profils de croissance et qui n'ont pas forcément beaucoup de tangibles, ou leur intangible, tout ce qui est brevet, etc., ça aussi, c'est important d'en parler, j'en avais parlé dans une vidéo, c'est aussi important de le remettre sur pied, j'essaierai d'en reparler. Mais globalement, voilà, vous avez toutes ces sociétés-là aujourd'hui qui peuvent se faire un petit peu tronquer leur valorisation via l'actualisation des flux futurs et sur des taux justement haussiers. Donc à partir de ce moment-là, on valorise moins les sociétés. Mais quelque part, le ménage, il a déjà été fait hein, depuis mai-février, hein, globalement, on a déjà fait pas mal de ménage. Donc là, ce qui peut faire potentiellement encore plus peur au marché, finalement, c'est pas que l'inflation soit là, elle est là. Hein. C'est une question de temps, je vous l'ai dit, il y aura toujours un différentiel entre la hausse des prix que l'on peut constater, notamment chez les producteurs, le fait qu'ils vont à un moment donné, une fois que leurs stocks sont épuisés, etc., ça prend du temps. Ils ont besoin d'abord de vendre le précédent stock qu'ils avaient, etc., et avant de pouvoir répercuter finalement pleinement, on va dire, la hausse des prix à leur consommateur final, ou de ne pas les répercuter, ce qui va bouffer leur marge. Et donc là aussi, il faut faire attention à ces actions-là qui peuvent se retrouver à devoir réduire leur marge, même si leur carnet de commandes est plein par exemple. On peut se retrouver également dans d'autres situations où on va se retrouver avec des entreprises qui ont un carnet de commandes plein, mais pénurie, ne peuvent pas produire. Ou alors ça devient vraiment pas intéressant pour eux de produire parce que le prix justement des matières premières explose tellement
que c'est pas intéressant pour eux. Ensuite, vous avez beaucoup de contrats qui ont déjà été signés, hein, il faut se le dire. Donc même si vous avez de la pénurie, même si vous avez un petit peu la règle, un petit peu des enchères, etc., en vous disant ben, cette action, cette entreprise, elle va beaucoup en profiter, ben, potentiellement si les contrats ont déjà été signés, je veux dire, eux, ils doivent produire au prix qu'ils ont signé. Et si les matières premières ont explosé en cours de route, qu'il y a eu pénurie ou pas pénurie, je veux dire, le contrat, c'est le contrat. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que les choses peuvent prendre du temps avant d'impacter finalement que le consommateur final dans l'augmentation des prix, etc. Bref, ça, on en a parlé déjà, etc. Ce que j'essaye toujours dans les vidéos, c'est d'anticiper, hein. Donc, et je vous parle d'un certain nombre de choses bien en avance, bien en amont, parce que mon but en tant qu'investisseur, pour moi, c'est d'essayer d'avoir un coup d'avance. Pas de le réaliser, pas un coup d'avance en investissant avec un coup d'avance. Non, ça, j'aime bien attendre que le marché me donne raison, me dise que j'ai raison, et donc je vais suivre à ce moment-là le marché. Mais le fait d'avoir un coup d'avance, c'est qu'on est à préparer les listes, etc. Donc on est prêt, on sait quelles sont les actions, qu'est-ce qui va nous intéresser, etc. Et donc on est juste en mode sniper et on attend tout simplement que les planètes s'alignent pour tirer. Donc ça, c'est pour moi le point crucial dans l'étude et dans le point macro que l'on peut faire à chaque fois, et c'est des vidéos que je vous ai proposées maintenant depuis 1 an ou 2 ans, c'est de la préparation justement, pour qu'une fois que les planètes sont alignées, bon, on sait déjà de quoi on parle, on sait déjà un petit peu comment on aligne les choses, quels sont les titres qu'on va plébisciter, et on n'a plus que justement à poser nos alertes, attendre que ça arrive graphiquement sur les niveaux qui nous intéressent, et on tire à ce moment-là. Donc voilà un petit peu pour moi où on en est. Cette inflation, pour moi, c'est juste, comme je dis, on se fait balader. Pourquoi? Parce que l'inflation, on sait qu'elle va être là, mais c'est est-ce qu'on va avoir une inflation durable? Est-ce qu'on va avoir une inflation forte? C'est-à-dire au-delà des 3%, 3 à 4%, et d'une manière être durable ou temporaire. Et donc là, tout le monde est en train de se chamailler, tout le monde est en train de se battre, parce que si on veut se rassurer, ben on dit que ça va être simplement temporaire. Alors temporairement, on peut avoir de l'inflation à 3 à 4%. Je veux dire, à côté, on va avoir aussi des PIB en croissance à 5 à 6%. Donc je veux dire, on peut éventuellement vivre comme ça. Par contre, si derrière, on commence à stagner au niveau de la croissance, et l'inflation, elle, reste à 4 à 5%, et éventuellement on commence à dépasser les 6%, là c'est une autre paire de manches quand même. Donc, dans cette idée-là, ce qu'il faut bien comprendre, ce que le marché nous fait bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'alternative encore. On investit sur les actions. Les taux ne sont pas suffisamment hauts pour rendre les obligations intéressantes. L'inflation, en plus, si elle continue de monter bien plus fortement éventuellement que les taux, eh bien là aussi, les obligations, il n'y a aucun intérêt. Donc le cash, encore moins. Donc on reste bien quand même sur les actions. Mais à l'intérieur de ces actions-là, on a différentes classes d'actifs. Et donc on voit bien que la rotation a continué depuis novembre. Et en fait, elle s'est accentuée. Je vous en avais parlé dans différentes vidéos, de vous dire justement que ça ne se fait pas du jour au lendemain et que ça va s'accentuer au fur et à mesure par rapport à certains commentaires, etc. C'était l'idée justement, c'est comme la tech, ça ne s'effondre pas du jour au lendemain, ça va se dégrader au fur et à mesure. Et à l'intérieur de la tech, pas toute la tech est à jeter, pas toute la tech est négativement impactée par les taux ou pas pour la même proportion, etc. Je vous ai dit parce qu'il faut regarder un petit peu également ce que l'on peut valoriser. C'est ça qui est très important, c'est qu'est-ce qu'on valorise outre la croissance future, c'est également le mot, hein, l'avantage compétitif. Donc c'est ça qui est le plus important. Donc voilà un petit peu où on en est pour moi. On continue de se battre un petit peu dans ce schéma-là. C'est inflation, ok, mais forte, temporaire, durable, etc. Je vous proposerai mon petit scénario. Et pour moi, la problématique, c'est que voilà, le marché, si on regarde au jour le jour, on a l'impression qu'il change d'avis tous les jours. Mais il ne faut pas se noyer sur ça. Si on est investisseur depuis suffisamment longtemps, ben on sait bien que le marché fait ce genre de choses en effet. Mais ce qui est important, c'est la picture un petit peu plus large. Et là, ce que nous dit le marché, tout simplement, c'est qu'il n'a pas changé d'avis. C'est qu'il sait que l'inflation arrive et donc il continue à faire la rotation. Et quand on regarde le CAC 40 continue à surperformer d'autres indices qui sont plus alignés croissance, alignés valeurs technologiques, etc. Donc on continue d'avoir cette surperformance. Et ce qu'on a eu cette semaine, pour moi, c'est typiquement justement la preuve que le marché continue à plébisciter ça. Regardez, donc on était, la semaine dernière, on parlait, bon, attention à la consolidation, attention à la volatilité, etc. On y a eu droit cette semaine à une consolidation. On est revenu sur la zone des 6150 points. On a fait une belle mèche basse.
Et là, derrière, ça a été remontada en ligne droite. Et ça, pour moi, c'est important. Comme je vous le dis souvent, c'est ce qui m'intéresse, pas la consolidation, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est le rebond. Et là, le rebond est fort quand même. Le rebond se fait en ligne droite, le rebond est fort. Et ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que du coup, le marché, il n'a pas annihilé que l'inflation n'était pas grave. Non, au contraire. Regardez bien ce qui monte. C'est des actions justement qui ont de la value, qui ont une capacité de faire du pricing power, etc. éventuellement, et donc de résister à une inflation qui peut être à 3%, 4%, etc. Et donc c'est ça qui est important aussi. Et donc on continue d'investir là-dedans. Et donc l'argent, qui n'a pas d'autre alternative que les actions, est revenu tout de suite. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une tendance haussière comme ça, eh ben, la moindre consolidation, on n'a pas de retournement baissier du marché, donc la moindre consolidation est vue comme une opportunité d'achat. Tous ceux qui ont loupé le train, tous ceux qui avaient allégé, qui veulent renforcer, tous ceux qui sont encore en position, mais qui du coup se dégagent un petit peu de la tech un petit peu plus, cet argent-là, il n'y a pas d'alternative, eh ben, ils vont l'injecter encore plus sur les valeurs un petit peu plus value. Donc on a vu tout ce qui peut monter, on le verra également dans les actions. Donc voilà un petit peu où on en est, et donc on ne fait que prouver pour l'instant la force de cet aspect-là. Et pour moi, le marché n'a pas changé. Depuis novembre, il plébiscite ce scénario-là. C'est juste qu'on rentre au fur et à mesure et on va accentuer les positions. C'est-à-dire les valeurs value, il y a un an quand on en parlait, ça faisait plus partie du tout des portefeuilles. Il n'y avait que des valeurs de croissance dans les portefeuilles. C'était totalement contrarien. C'était l'idée d'ailleurs d'être contrarien, de pouvoir dire, tiens, on va jouer le renouveau, etc. Et donc au fur et à mesure, voilà, les portefeuilles, ils ne passent pas du jour au lendemain, 100% tech, 0% value, et le lendemain, oh, je me mets 100% value, 0% tech. Non, non, on va baisser. C'est hop, on vend un petit peu de tech, on se met à 10% value. On vend un petit peu de tech un petit peu plus. Au fur et à mesure où le scénario s'avance, et j'avais dû faire une vidéo également, je pense, il y a une bonne année, pour vous expliquer ce scénario-là, et on va accentuer. Et donc aujourd'hui, la value dans la plupart des gros portefeuilles est revenue à des niveaux entre 30 et 40%. On n'est pas encore arrivé à la parité, etc. Ce qui peut faire dire à certains qu'il y a encore du potentiel. Bon, revenons à nos moutons, revenons à l'analyse graphique. Ce qui nous intéresse quand même en premier lieu, ce qui est important quand vous avez des consolidations de marché comme ça, c'est la force de la réaction, mais c'est surtout que le marché vous laisse des repères. Et donc ici, on nous a laissé le repère des 6150 points. 6150 points, on le voit, c'est un niveau de soutien. Il y a un autre niveau de soutien sur les 6100, 6050 et une oblique également qui monte petit à petit qui va arriver sur les 6000 points. Donc grossièrement, entre les 6000 et 6150 points, donc vous avez 2% là, vous avez votre zone de support de moyen terme. Tant qu'on est au-dessus de ça, on reste haussier. Si on vient à passer en dessous de ça, là vous saurez que le marché vous donne une indication d'une consolidation qui se transforme en correction qui va être un petit peu plus profonde. Mais pas de quoi également retourner le marché encore de manière long terme. Ça mettra certainement du temps. Donc globalement, on n'en est pas encore là. Donc tant qu'on reste au-dessus des 6000, 6150 points, on reste positif, ça reste acheteur. Et ce qui va nous intéresser là, on le voit, donc en 2 séances, on a fermé le gap, donc ça prouve quand même de la force. On se réouvre éventuellement la zone des 6450 points. On peut aller chercher même jusqu'aux 6005, 6500, 6550, je dirais, dans ces eaux-là. Mais globalement, voilà, en niveau intermédiaire, on se remet. Je vous en avais parlé, je crois, le week-end dernier, les 6300 points, 6310, on se les remet en pivot court terme. Donc tant qu'on est au-dessus de ça, on s'est remis dans des dispositions positives, ça peut tergiverser, on peut revenir consolider ici, tac, 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 relancer ou recasser par le bas. Si on recasse par le bas, on se remet à travailler ici, on reparlera d'une faiblesse qui ne sera validée que le jour où on lâche les 6150. Et là, on pourra parler d'une prise de consolidation, etc. Et qu'est-ce que ça voudra dire? Ça ne voudra pas forcément dire que la tech monte. La tech pourra baisser. On pourra avoir un marché qui éventuellement vend sur l'ensemble des secteurs d'activité. Qu'est-ce que ça pourra vouloir dire? Pas qu'on a peur de l'inflation, etc. Ça voudra dire également qu'on est en train de valider le fait que en termes de croissance des bénéfices, etc., on arrive peut-être, et le marché anticipe, c'est-à-dire on arrive peut-être dans 6 mois, où on aura anticipé toute la partie réouverture,
On a également anticipé tous les bons résultats, etc. Et on va se retrouver dans ce ventre mou avec le risque, comme je vous l'ai dit, c'est des baisses de marge pour certaines entreprises, c'est éventuellement l'incapacité de pouvoir livrer, de pouvoir produire, etc. On a déjà des cas. Et c'est finalement rentrer dans une espèce de ventre mou le temps que l'industrie, que l'offre et la demande se rééquilibrent. Et ça, c'est ce qui peut vous faire penser que le marché est irrationnel, parfois, souvent, dans l'idée de dire, quand on aura les meilleures statistiques qui prouveront la réouverture, quand on aura les preuves en effet que ça carbure, qu'il y a cet effet soulagement, etc., et que le consommateur se remet à consommer tout ce que vous voulez, c'est là justement où le marché éventuellement pourra baisser, où vous direz c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le marché il sera déjà dans 6 mois, et il sera déjà en train de s'inquiéter et de se dire, bon, le meilleur des mondes, je l'ai déjà anticipé, et là maintenant, ces 6 prochains mois, je me retrouve avec cette manne financière, cette épargne, etc., de soulagement qui a été potentiellement dépensée. Éventuellement, les gens auront fait des dépenses en anticipation par rapport à ce qu'ils auraient dépensé au fur et à mesure, donc on aura peut-être un boost de dépenses, comme on a eu déjà, un boost de dépenses sur une période, mais peut-être sur les prochains mois, en fait, ça sera un déficit de commandes. Donc au lieu d'avoir quelque chose de lissé, vous avez un boost à un moment donné, et derrière, en fait, vous avez plus grand-chose. Et ensuite, ça redémarre. C'est ce ventre mou-là. Donc moi, j'anticipe. Pour l'instant, on n'a pas de signaux, mais c'est ce ventre mou-là, le jour où vous avez pas de rotation, mais tout qui baisse en même temps, euh, c'est plutôt ce type de scénario-là que j'anticiperais, c'est la position de ventre mou. Bon, c'était une vidéo que que je voulais vous faire bientôt, mais voilà, je suis parti un petit peu, je suis parti en live. Donc voilà un petit peu pour le CAC 40. Pour moi, 6300 points, c'est reparti là. Et ce qui va surtout m'intéresser, c'est à 6430, 6450. Comment on va réagir sur ces niveaux-là? Mais au-dessus des 6300, les acheteurs ont repris la main, pas d'inquiétude. Sinon, pour commencer voilà, à se dire attention, méfiance à ce que peut anticiper pour l'été peut-être le marché, c'est la cassure de ces 6150, donc que le marché nous aura prouvé comme étant résilient à ce stade. Quand on regarde le Nasdaq, on se retrouve là aussi avec une correction, donc la peur de l'inflation, etc. Pour autant, on reste dans une tendance haussière de fond. À un moment donné, on arrive sur des points d'inefficience, il y a des acheteurs, on marque le rebond technique se met en place, et on voit qu'on est en train de revenir sur la zone des 13 400 points pour arrondir. Donc je dirais pour moi, je ne remets, alors c'est toujours une tendance haussière à long terme. À moyen terme, c'est neutre. À court terme, c'est baissier. Et pour moi, il n'y a pas de relance haussière tant qu'on ne va pas réussir à dépasser les 13 500 points. Donc ce rebond, il peut même aller jusqu'aux 13 500 points, que pour moi, je resterai quand même sur la réserve, que ça reste un rebond technique. Si je regarde le S&P également, si on regarde rapidement le S&P, j'ai une petite réserve également sur le S&P. À court terme, là aussi, hein, on est dans une tendance haussière indéniable hein, de fond, si je nettoie un petit peu mon graphique. Mais ce qui m'intéresse maintenant, ce qui va surtout m'intéresser, c'est que voilà, on a fait la conso, on a trouvé des points de support, donc le marché nous a validé des points de support qui nous serviront de repère pour plus tard. On rebondit, puisque quand on est dans une tendance haussière, comme je vous ai expliqué, la consolidation qui peut être au prorata, elle est achetée, elle est vue comme une opportunité d'achat, il y a encore beaucoup de liquidités, beaucoup de personnes qui ont du cash, etc. Et donc on profite éventuellement de l'opportunité de relancer. Et là, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on relance vraiment? Auquel cas, rien à dire, c'est haussier et on continue à marquer des nouveaux plus hauts, pourquoi pas vers les 4300 points. Ou est-ce qu'on va bloquer? Et c'est là, pour moi, un point de blocage que je regarde sur le S&P, hein, qui a quand même aujourd'hui à peu près 25-30% de valeur tech dedans, c'est est-ce qu'on est capable de fermer le gap qu'on a ouvert lundi soir, mardi matin, pardon. Donc là, l'idée, c'est ça que je regarde. Donc là, le rebond, il est bien, mais il est encore technique. Donc c'est ce qui m'intéresse. Et on voit bien, vous voyez bien l'illusion et de ne pas tomber dans les pièges des indices. C'est-à-dire que si on regarde le CAC 40, Toto va bene, hein. Donc on est bien, c'est haussier, et puis il n'y a pas de raison de s'inquiéter.
Par contre, quand on regarde des indices qui sont un peu plus équipondérés, peut-être entre value, alors si on regarde le Dow Jones, c'est la même chose, hein, on dira tout va bien. Et ce qui prouve la force des values et le fait que la moindre correction, on l'achète. Là, le S&P, vous avez un petit peu de la tech, un petit peu de value, un petit peu de tout. On voit qu'on est un peu plus timoré, on est un peu plus neutre. Et quand on regarde le Nasdaq, voilà, on se dit, bon, c'est encore une tendance haussière de fond, bien entendu, mais il y a encore beaucoup de boulot avant de relancer la hausse. On reste juste aujourd'hui dans une récupération à la marge de finalement la peur qu'on a fait. On fait un prorata finalement par rapport à la baisse, on fait un prorata du rebond. Donc voilà un petit peu où on en est dans toutes ces choses-là. Et pour moi, la situation est loin d'être vraiment rectiligne. Ce qui va être très important, en fait, c'est de regarder les prochains chandeliers, c'est de regarder les prochaines séances. Et donc la semaine prochaine, c'est ça qui va vraiment nous enseigner sur ce que veut le marché. Mais éventuellement, ce que le marché, ce qui est bien, c'est qu'il nous a délimité. Il nous a délimité des résistances, il nous a délimité des supports. Et donc tout ce qui se passe entre deux, finalement, c'est ce que je vous appelle, c'est la tendance haussière, mais où on se fait balader si on regarde séance après séance, parce que c'est le zigzag, c'est éventuellement la construction d'un range. Donc comme je vous l'ai dit, c'est éventuellement la construction d'une figure. Et ça, il va nous falloir des chandeliers pour, au fur et à mesure, affiner, bien entendu. Si on regarde l'or maintenant, on est dans la même idée, c'est une tendance de fond qui reste haussière, à moyen terme qui est neutre, et à court terme, là, on le voit, qui est en rebond haussier. Pour relancer la tendance haussière de fond sur l'or, pour repartir pour un coup, vous voyez, il va falloir dépasser ces 1860 $. Et ces 1860 $, il faudra les breaker, consolider éventuellement, et puis repartir. Et là, on se dira, ça y est, le marché joue vraiment l'inflation. Mais il joue vraiment l'inflation qui est là, hein, pas anticipée. On avait parlé ces précédentes semaines, ces précédents mois, que l'or baissait alors que les taux remontaient. Vous aviez une hausse des taux parce qu'on anticipe l'inflation, mais l'inflation n'est toujours pas là. Donc à ce moment-là, le hedging, la couverture de l'or n'existe pas. Et les taux, pour quelque chose qui n'a pas de rendement, c'est vraiment discréditant. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention. Et je vous avais parlé également des dividendes, hein. Beaucoup de personnes parlent des dividendes, etc. Aujourd'hui, si vous regardez les dividendes, même chose. Je veux dire, il n'y a pas encore d'intérêt aujourd'hui par rapport à la hausse des taux, même aux US, de changer son fusil d'épaule. Encore aujourd'hui, je veux dire, tant que les taux ne continuent pas à monter sévèrement. Et il y a fort à parier que, je veux dire, tant qu'on ne dépassera pas, je pense, alors les deux peuvent être déjà un point justement où le marché très certainement revalorisera un coup de plus, mais 2,5 3%, ça sera certainement, pour le 10 ans américain, je parle, ça sera certainement le point phare. Et ce qui va nous intéresser également, c'est le différentiel entre l'Europe et les US. Et ce différentiel, donc on le voit sur l'euro-dollar, où certains verront donc une épaule tête et deuxième épaule inversée qui se construit. Et sur cette cassure-là des 1,22, éventuellement donc une dégradation, une nouvelle dégradation du dollar. Et cette nouvelle dégradation du dollar également sera symbolisée certainement par ce différentiel entre la croissance US, la remontée des taux, donc l'inflation, et l'Europe qui reste avec une inflation en dessous des 2%. Alors on va avoir de la croissance aussi, mais là aussi on est un peu plus timoré. Mais je pense qu'il y a surtout un décalage. Je pense que l'Europe repartira sur des chiffres comme ça, mais on a certainement un décalage. Et pour moi, donc, l'euro-dollar apprécie sur les prochaines semaines, sur ces semaines-là et les prochaines semaines, ce décalage-là. Donc ça aussi, c'est impactant. C'est impactant pour l'inflation aux US, parce qu'ils importent, quand vous importez pas mal de produits, etc., c'est important hein, pour vos entreprises. Hein. Sur le CAC 40, la majorité des entreprises font l'essentiel de leur chiffre d'affaires en dehors de France. Hein, donc ça aussi, et puis pour beaucoup d'entre elles en dollars, etc. Donc là aussi, l'euro-dollar, c'est important de voir si, quand on va breaker, si on va recréer de la volatilité. On le voit éventuellement, un retour sur les 1,25, 1,26 qui peut se faire. Donc ça aussi, je dirais, c'est important de regarder ce qui est en train de se tramer ici sur l'euro-dollar, parce que on a beaucoup de choses qui peuvent en découler. Et sinon, pour regarder une dernière fois le taux, aujourd'hui, si vous regardez au jour le jour, un jour, on va vous expliquer la baisse du marché parce que les taux sont remontés, on a peur de l'inflation. Le lendemain, on va dire, ah, les taux se sont détendus, on a moins peur aujourd'hui.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on est en train de construire quelque chose, hein. Tiens, regardez, cette oblique-là que je vous avais proposée en scénario, si on la prolonge, eh ben, c'est en train de nous valider la figure qu'on a. Donc, on est dans une tendance baissière, hein, je suis en journalier. En hebdomadaire, ça serait autre chose. Donc ici, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le TLT, c'est un tracker qui va traquer donc les obliques du 20 ans américain. Je ne prends pas le 10 ans, je prends le 20 ans, je prends encore plus long. Euh, et l'idée, c'est quoi? C'est que ça va marcher à l'inverse, c'est-à-dire que si les taux montent, les obligations baissent. Si les taux baissent, les obligations montent. Donc on voit qu'on était dans une baisse des taux depuis déjà 2019, quand déjà la Fed avait décidé de relâcher le verrou, et le Covid n'a fait qu'accentuer tout ça. Et donc là maintenant, c'est là où ça va se jouer. C'est là où c'est important pour moi. C'est pas au jour le jour qu'on ait peur un coup et pas. C'est là. L'idée c'est simple. C'est si vous cassez ici par le haut, alors on se détend complètement. Mais on se détend complètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on ne croit plus à l'inflation. Donc ça veut dire qu'en gros, on n'a pas la réouverture et la consommation de soulagement qu'on avait anticipé. Donc c'est là où il faut comprendre un petit peu l'effet pervers, c'est de se dire, si on a peur de l'inflation en tant qu'investisseur, etc., et qu'on n'en veut pas, ça ne va pas empêcher le marché potentiellement de baisser plus tard, parce qu'en fait, il ne baissera pas parce que bah, il y a moins d'inflation, il baissera parce que finalement, on avait beaucoup anticipé la réouverture, etc., et on n'a pas cette reprise de consommation aussi forte, etc. C'est pas forcément bien, etc., hein. C'est ça que je vous dis. L'inflation n'est pas forcément mauvaise en tant que telle. Il faut lier ça à la croissance également. Et là, en l'occurrence, ce qui va plus m'intéresser, c'est que pour l'instant, on le voit, on est plutôt en train de valider le scénario inflationniste et donc d'essayer de casser par le bas, hein. C'est ça surtout qui est important. Et donc là, je veux dire, c'est pas grand-chose là, honnêtement, hein. On le voit en fait, on est dans une neutralisation. Donc grossièrement, je veux dire, le marché peut s'inquiéter, etc. Mais c'est aussi, on n'a pas encore réellement le vrai signal de continuation à la baisse. Ce sera la cassure, vous voyez, de cette oblique. Alors il y a des supports horizontaux également, mais c'est toujours la même chose. Vous allez vous rendre compte, et c'est comme ici, je veux dire, les taux, ça faisait un moment qu'ils remontaient doucement, etc. Et puis là, on avait dégradé, hein, personne n'en a parlé, hein, ça a dérangé personne. Tout le monde en a parlé et c'est la même chose pour les matières premières. Je veux dire, tout le monde vous parle des matières premières maintenant. Je veux dire, quand les choses commencent à faire consensus, ben moi j'ai plutôt envie de dire aujourd'hui qu'il y a peut-être une consolidation certainement et un prorata à avoir sur les matières premières, alors que tout le monde parle de leur hausse et du super cycle, etc., que l'inverse, hein. Donc là, c'est la même chose. Je veux dire, quand tout le monde a parlé des taux, bon, je veux dire, ça faisait un petit moment déjà que ça se dégradait pas mal. Donc c'est ce que je vous dis, hein. On en parle, etc. On essaye d'anticiper un petit peu la vue macro pour être préparé. Et ensuite, vous le voyez, quand le marché tire, il tire souvent plus tard que ce que l'on croit, hein. Et il a besoin de digérer l'information et donc de convaincre de plus en plus, hein. C'est une locomotive, c'est la psychologie des foules. Et vous savez, les mouvements de foule, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait des pionniers, il faut derrière que l'histoire réussisse à convaincre d'autres, etc., etc. Et donc là, éventuellement, si on veut vraiment jouer à se faire peur sur la remontée des taux, il faudra breaker par le bas. Et quand on breakera par le bas, là, ça sera le moment où les taux US commenceront à prendre la tangente vers les 2%, taux 10 ans cette fois-ci. Et là, allez, ça repartira, tout le monde en parlera, tout le monde fera la une, etc. Et c'est là où vous pouvez avoir l'aspect un petit peu sell-off panique. Donc c'est de ça dont il faut se prémunir. Donc là, actuellement, on le voit, on a un rebond, etc. On avait justement fait l'inefficience à la baisse, épuisé un petit peu également les baissiers. Vous avez les vendeurs à découvert qui ont besoin de se racheter à un moment donné pour prendre des profits, etc. Bref, la Fed qui continue à nous dire c'est une inflation temporaire, c'est une inflation temporaire. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est une inflation temporaire, c'est le marché qui va le décider. C'est le marché qui va l'anticiper. En règle générale, il ne se plante pas trop, hein. Donc là, l'idée pour moi, c'est si on casse par le bas, le marché, il n'est pas en train de valider que c'est une inflation temporaire, il sera en train de valider que l'inflation est plus forte que prévu. Alors peut-être qu'elle sera temporaire, mais encore, c'est quoi la définition de temporaire, hein? C'est 3 mois, c'est 6 mois, c'est un an. Mais l'idée, c'est qu'en gros, elle sera temporaire, mais trop durable et trop forte
pour ne pas que Powell revienne sur sa décision de dire les taux, je les remonte qu'en 2023 et potentiellement qu'il commence déjà à mettre en place un calendrier en 2022. Encore une fois, la remontée des taux, l'inflation, je veux dire, c'est pas ça qui est très important dans la grande perspective, mais c'est ce qui peut inquiéter à court terme et faire un petit peu rechauffer les portefeuilles à court terme. C'est ça qu'on doit comprendre un petit peu. C'est comme ça qu'on apporte de la volatilité. Mais derrière, je veux dire, si on a bien fait son travail, euh, un monde de resserrement monétaire, ce n'est pas mal en soi. La seule problématique, comme je vous l'ai dit, c'est une fois qu'on a expliqué à tout le monde qu'il y avait open bar et qu'on leur explique ensuite qu'il faut se serrer la ceinture, etc., alors qu'on leur a montré qu'il y avait open bar, bah c'est compliqué. Les gens acceptent beaucoup moins ça. Et ça, pour moi, c'est là où ça va être très compliqué aujourd'hui, dans toutes les taxations, etc., qui arriveront, bien entendu. C'est que on fera beaucoup de mesurettes. Alors, taxer les riches, c'est très bien, mais c'est pas ce qui rapporte réellement au gouvernement. Donc, c'est pas comme ça vraiment qu'on va régler les déficits, hein. Et puis, si c'était comme ça, hein, ça ferait longtemps de toute façon qu'on l'aurait fait. Mais globalement, voilà, politiquement, ça sera des mesures en effet qui seront plébiscitées et qui seront populaires, mais ça ne sera pas une solution en tant que telle. Pour autant, voilà, un petit peu d'inflation, ça ne fera pas de mal pour nous aider un petit peu. Donc là, ce qu'on regarde au niveau du 10 ans, du 20 ans, ici, c'est est-ce qu'on va casser par le bas. Et graphiquement parlant, une tendance baissière comme ça, avec un triangle ascendant, et on est repassé sous les moyennes mobiles courtes, méfiance. Donc c'est là où je dirais, voilà, faire bien attention. Et j'ai passé beaucoup de temps et moins sur l'analyse de titre, bien entendu. Moi, mon but, c'est de vous préparer. Allez, on est préventif. Et donc dans l'idée, c'est attention, je veux dire, on a l'impression cette semaine que finalement l'inflation c'est pipi de chat parce que le marché s'est inquiété, alors on s'est fait un petit peu peur, puis après on est remonté en ligne droite, donc on se dit c'est n'importe quoi ce truc, c'est c'est rien du tout, allez je continue, je me surinvestis et je reprends comme en 40, etc. Si ça casse ici par le bas, je mettrai un gros bémol que le mouvement qu'on a cette semaine c'est des alertes. Et évidemment, comme vous avez beaucoup d'investisseurs, comme je vous ai dit, beaucoup de cash, etc., et un sentiment qui est encore globalement haussier, on voit ça comme des opportunités d'achat. Et donc, chaque creux de marché, on l'achète et on voit des rebonds. Mais au bout d'un moment, on va commencer à épuiser les acheteurs. Ils vont avoir de moins en moins de ressources, et c'est là où ils risquent de lâcher. Et c'est quand ils lâchent qu'on a le sell-off. Et comme je vous dis, le sell-off n'arrive pas du jour au lendemain. C'est une dégradation que l'on fait au fur et à mesure. C'est de la fatigue en fait de l'acheteur. Et ça, on l'aura au fur et à mesure. Alors pour l'instant, bien entendu, graphiquement parlant, nous n'avons pas les signaux, hein. Ce n'est que de l'anticipation, ce n'est que du sentiment. Mais c'est ça qui vous permet d'être prêt le jour où vous avez les signaux et pas désemparé. C'est de ça dont on parle. Et donc c'est pour ça aussi que je vous fais ces vidéos-là. Le but, c'est pas juste d'être dans le timing précis. Le timing précis se prépare à l'avance également. Et s'anticipe. C'est ça, pour moi, qui est important et qui est éventuellement une des leçons que le marché m'a apprises au travers de toutes ces années. Donc voilà, du coup, j'ai beaucoup parlé. On va faire un petit coup du brand quand même. J'espère que c'était clair quand même. C'est le vendredi soir, donc avec la fatigue, des fois, j'ai une idée vague de ce que je veux dire, mais comme je fais ça au sortir du marché, bien entendu, je me laisse un petit peu aller au fil de l'eau de mes pensées et c'est pas forcément très clair tout le temps là-dedans. Donc j'espère que c'est clair en moins quand ça sort en mots. Au niveau du Brent, on reste, vous le voyez, dans une tendance haussière de fond également. Et pour l'instant, on bute sur la zone des 70 $. Donc pour lâcher les chevaux, il faut casser les 70 $ et on va sur 75. Si on arrive à faire ça, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le marché a peut-être peur en effet de l'inflation, mais qu'on joue clairement la réouverture. Et qu'on a vraiment un pic d'optimisme pour jouer la réouverture. Ça voudra dire que éventuellement, on aura encore des indices comme le CAC 40 qui sont surpondérés en valeur pétrolière, en valeur bancaire, en valeur vraiment mastodonte value, qui réussiront à tirer leur épingle du jeu encore et à surperformer. A contrario, si on commence à casser par le bas, alors c'est pas la fin des haricots, c'est pas le retour à pétrole pas cher, etc., hein, ça reste une tendance haussière, ça sera juste une consolidation. Et on rentrera, ça nous fera rentrer peut-être dans ce ventre mou que je vous ai expliqué un petit peu plus tôt,
où on est voilà, positif sur la réouverture, etc. On s'inquiète un petit peu de l'inflation d'un côté, mais on s'inquiète aussi pour les marges et les profits des sociétés dans cette hausse des matières premières, etc. Et dans le fait qu'éventuellement, les consommateurs ne vont peut-être pas autant consommer que ce qu'on croit ou pas sur tout ce qu'on croit. Ils seront peut-être très spécifiques. Pour ma part, hein, je pense que ce sera une orgie, et on le voit déjà sur les actions, ça sera certainement une orgie sur les vacances, etc., et le tourisme et les loisirs. Mais ça aussi, ça va être potentiellement temporaire. Et d'ailleurs, c'est là où on revient sur le côté temporaire de l'inflation. Et ça, je vous en parlerai également, c'est ce que je vois comme une congestion, un squeeze. Mais le côté temporaire, encore, la difficulté, c'est de dire c'est quoi? C'est 3 mois, c'est 6 mois, c'est 1 an, c'est 2 ans. C'est ça la difficulté aujourd'hui. C'est pas de dire il y aura de l'inflation dans le monde demain. Ça, je veux dire, à long terme aussi, hein, on peut parler de déglobalisation, on peut parler démographie. Je vous ferai une vidéo un peu plus complète là-dessus. Euh, voilà, on peut se dire ça, tout ça, c'est un protectionnisme, tout ça, c'est un tas de facteurs qui sont inflationnistes à terme. Mais ce qui est important, c'est, comme je vous dis, pour Pyrrhus, c'est ok, qu'est-ce qui se passe à court terme, éventuellement au ventre mou à moyen terme, et ensuite à long terme, je reprends ma tangente. Mais en tant qu'investisseur, je ne peux pas me permettre, pendant ce laps de temps-là, qui est indéfini pour moi, de faire un pari sur ça, sur la vision, et pendant tout ce temps-là, je fais rien, ou je perds, etc. Est-ce que j'arrive à tenir ma position, etc. C'est ça, pour moi, qui est important. C'est comme tous les mecs qui vous disent, c'est le crack, c'est la fin du monde, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans qu'ils le disent. Au bon matin, évidemment, ils ont raison, mais est-ce que vous avez pu tenir les positions? Est-ce que ça a été vraiment rentable à terme? Non, le timing est quand même essentiel. La vision, c'est bien, mais il faut savoir également, à l'intérieur de cette vision plus globale, décortiquer tout ça en objectifs intermédiaires. Et ces objectifs intermédiaires, c'est là où le trader, justement, avise, sans perdre en perspective la vision globale. C'est le rappel. Allez, on accélère, on passe aux actions. Je vais passer aux actions, je vais passer un petit peu plus rapidement. Alors j'ai pris pareil, comme d'habitude, vous n'avez pas toutes les actions sur la gauche. N'hésitez pas dans les commentaires à me proposer des actions que vous voulez que j'analyse. À voter en mettant un pouce en l'air si les actions que quelqu'un propose vous intéressent. Et je prends celles qui ont le plus de votes et je les rajoute à ma liste donc sur la gauche. On va commencer. Alors j'en ai pas mal sur le carnet qui ne sont pas dans la liste de gauche, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je les ferai à la fin. Au niveau d'ADP, donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est que on a une bonne recovery qui est en train de se mettre en place. Là, typiquement, pour moi, ça fait partie de ces valeurs-là qui prouvent leur force et qui prouvent la rotation qui est en train d'être effectuée. Donc, on avait la congestion dans un gros triangle, on a le break qui s'est fait, la validation de la résistance horizontale, le pullback qui s'est fait cette semaine et la relance. On a fait pareil sur pas mal de valeurs cycliques comme ça, et notamment, bon, on a fait pareil sur les pétrolières, etc. Donc, ce qui prouve que les acheteurs sont là, hein, typiquement. Donc, ce qui prouve aussi que pour un CAC 40, on a de la résilience. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant pour la prochaine étape, évidemment, c'est de lâcher les chevaux et donc de casser les 117, aller chercher les 120. Et après, à titre personnel, je suis un peu plus gourmand sur ADP, par exemple, et je viserai la zone des 130-140. Au niveau d'Air France également, je vous remets Air France. Bon, on va pas parler des fondamentaux d'Air France, etc. On va juste parler de court terme. J'ai tenté de faire une réservation de billets d'avion. Pour moi, les tarifs ont augmenté. Alors, on peut parler du prix du carburant, etc. Ok, très bien. Mais quand j'anticipais 2-3 mois à l'avance, j'avais sur des trajets qui sont un petit peu récurrents chez moi, il y avait quand même un différentiel aujourd'hui de 15-20%. Donc pour moi, je pars du principe voilà, que on a ce côté pic orgie. Donc après, graphiquement parlant, je veux dire, Air France, il y a encore beaucoup de boulot. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a tenu la zone des 4,40 ici. Et ce qui va encore plus m'intéresser, c'est qu'on break ici la zone des 4,70, ce qui nous permettrait de venir sur la 4,90, faire un petit pullback, scénario idéal, hein, hypothèse. Et derrière, de repartir en break et de revenir fermer ce gap ici à 5,25 et éventuellement de continuer la perspective. Évidemment, à long terme, je ne serai pas pro Air France, hein. Maintenant l'État est à 30% ou je ne sais plus combien, donc ça sera toujours compliqué. Ils ont une dette. Alors bon, moi l'État, je sais très bien que voilà, toutes les dettes, il y avait beaucoup de personnes qui vous disaient quand il va falloir rembourser les PGE, etc., les dettes, ça va être problématique. Mais bon, on sait bien, soit ils vont transférer ça en participation dans les entreprises, soit ils vont prolonger ça ad vitam aeternam, soit pour les plus petits, ils feront certainement une annulation de dette, etc., cadeau
Parce que évidemment, le but, c'est que maintenant qu'on va avoir la réouverture, on va pas se tirer une balle dans le pied en disant, mec, remboursez-nous, sinon vous fermez. Alors bien entendu, on va avoir une augmentation des entreprises en faillite, mais en fait, on va revenir, là aussi, tout le monde va vous montrer, ah, les entreprises en faillite, c'est en augmentation, etc. Mais il ne faudra pas regarder sur 2020, tout le monde a été stoppé net. Il faudra regarder les stats sur 2019, 2018, 2017. Et on se rendra compte qu'il y a, il y aura peut-être aussi là un pic, mais il n'y aura pas plus de faillites derrière que ce qu'on avait les années précédentes. Donc il faudra ça aussi l'intégrer. Moi, je pense que maintenant qu'on a dépensé tous ces milliards, etc., c'est pas dans l'intérêt des gouvernements de lâcher trop tôt. Euh, alors après, des fois, il y a des décisions qui nous dépassent, mais ça, c'est une autre question. Mais voilà un petit peu dans l'idée. Donc Air France à se garder sous la main. Boiron, ça continue de bien construire. J'aime bien cette congestion ici. Je dirais au-dessus des 37, on va rester positif. Et les 42 à casser pour lancer l'affaire. Au niveau de Carrefour, on continue le chemin, hein. Donc ça continue de rester costaud. Depuis la cassure des 15,60, on aura peut-être une petite consolidation intermédiaire, mais le retournement est acté. Au niveau de Casino, on est revenu chercher le bas de la figure, donc on est toujours dans la figure, et c'est toujours la cassure des 29,50 € qui vous donnera la relance sur Casino. CGDIM, tout est à refaire, et éventuellement on va revenir chercher les 23 € qui peuvent être éventuellement à un autre niveau pour retenter une nouvelle fois, mais bon, globalement, on est dans une très longue figure, et c'est vraiment le dépassement des 28 € qui nous permettra de jouer un petit peu plus. Au niveau de CGG, donc on a vu, CGG n'a pas apprécié ses résultats, mais on est dans une dégradation un petit peu avant déjà. On est revenu chercher du coup la moyenne mobile 200, éventuellement cette oblique aussi, qui a l'air d'être plutôt bonne aujourd'hui, qui a servi de support en tout cas, et on tente le rebond. Bon, globalement, avant de pouvoir parler de retournement haussier sur CGG, il y aura du boulot maintenant, et notamment le dépassement, alors à court terme, des 93 centimes d'euros, et à moyen terme, il y aura un gros morceau là dans cette zone des 1, en gros le 1 € symbolique. Claranova également, ça n'a pas trop rien fait, pas trop réagi aux résultats, même plutôt dégradé une nouvelle fois. Alors, on n'est pas loin de fermer le gap, éventuellement. On serait pas loin également de revenir sur l'oblique, et éventuellement c'est plutôt là que je déciderai de me remettre dessus. Puisque l'idée c'est maintenant de jouer, si je nettoie le graphique ici, hop, de jouer ça en biseau descendant. Et donc dans l'idée de jouer la cassure par la hausse et la remontada. Mais donc l'idée c'est éventuellement la probabilité qu'on revienne éventuellement sur les 6,80 € sans remettre en cause toute la tendance. Et donc ça peut être un bon niveau. Évidemment on peut casser par le haut avant, mais c'est l'hypothèse que je ferai. Colruyt, je ne sais pas, évidemment, je ne le prononce pas bien, etc. Mais c'est l'intention qui compte. Donc là, on a une oblique, on est en train de tenter la cassure, c'est plutôt pas mal. Il faudra réussir à casser, vous voyez, la partie horizontale. Et là, on devrait avoir le rebond qui se valide. Crédit Agricole, on voit, c'est toujours puissant. Les banques, tout ce qui est banque, assurance, etc., ça continue d'être puissant. Donc évidemment, tout ça également, c'est moteur pour le CAC 40. Donc on a éventuellement encore de la marge. Et on a un support à 12,70 €. Donc en gros, on ne s'inquiète pas trop d'une conso un peu plus prononcée tant qu'on tient ces 12,70 €. Au niveau de Danone, là, il y a eu le dividende, donc je peux virer tous mes tracés. Et on va réajuster un petit peu tout ça. Donc au niveau de Danone, voilà, on commence à être un petit peu plus clair sur la figure. Et donc sur la cassure par le haut, ça sera bien, on aura chopé le dividende et en plus on aura rattrapé sa perte. Et là sur la cassure par le haut, donc on devrait continuer la remontada et je viserai la zone des 60 €. Au niveau de DBV Technologies, on continue de construire dans la figure. C'est toujours cette cassure des 11,30 € qui nous intéresse. Au niveau de NJ, là aussi ça va m'intéresser, ces types de valeurs-là, et types de valeurs non cycliques. Tiens, je verrai ça aussi. Alors j'en ai repris sur mon portefeuille long terme. J'ai accumulé plutôt, c'est une position que j'ai depuis un petit moment. Et donc dans l'idée de tout ce qui est NJ, EDF, etc., c'est de jouer également le non cyclique. C'est comme Orange et compagnie. C'est de jouer voilà, les entreprises qui ont du pricing power, mais aussi les entreprises sur lesquelles on ne va pas rogner sur les dépenses, ou en tout cas, c'est pas ces dépenses-là sur lesquelles on va attaquer. Par contre, évidemment, si les taux montent un petit peu plus fort, etc., c'est des entreprises en règle générale qui utilisent beaucoup de flux financiers, qui ont beaucoup de dettes,
Et donc forcément, il faudra faire attention, même pour les valeurs vertes, hein, c'est la même chose, hein, pour croître, etc., elles font tourner pas mal de cash, elles doivent prendre pas mal de dettes. Donc si les taux vraiment boostent, il faudra faire attention à toutes ces valeurs-là qui sont un petit peu trop endettées. Mais en l'occurrence, à ce stade-là, ça reste positif. On voit que les 12 euros font support et on est en train de tenter de sortir la tête de l'eau, sortir par le haut, ce qui permettrait de viser, je dirais, la zone des 13,60 € dans une perspective un petit peu plus moyen terme. Eramé, on avait boosté ici, on fait le pullback, donc il faudra voir la force de la relance. Si ça réintègre ici, ça sera un petit bémol et la mise en place certainement d'un range intermédiaire. Si vous regardez en hebdomadaire, en fait, on est revenu travailler, vous voyez, cette zone des 70 euros, 72 euros, c'est une zone quand même de résistance assez importante. Et donc éventuellement, on peut se mettre à construire et à consolider un petit peu. Et au niveau des matières premières, hein, c'est comme je vous ai dit, le consensus est tellement braqué là-dessus que c'est comme pour l'euro-dollar hein, en début d'année. Hein. C'était la même chose, tout le monde disait le dollar va se faire défoncer, etc. C'est le moment d'être contrariant et de se dire, bon, ok, très bien, la vision à long terme reste la même, mais à court terme, éventuellement, on va avoir de la conso et un prorata. Euronav est en train de se remettre dans de très bonnes dispositions. Évidemment, c'est la zone des 8, hein, 8,15 € là, et des brouettes qui est vraiment à franchir pour déclencher le renouveau. Mais sinon, on s'est mis de bons copains de côté hein, sur les 7,20 €, 7,30 €. Au-dessus de ces niveaux-là, on va rester positif. Alors, ça met le temps, vous voyez, ça construit, mais c'est en train de revenir sur des bons niveaux. Au niveau d'Euronext, pas grand chose à se dire de plus, c'est dans le ventre mou à l'intérieur de cette figure, hein, donc ça peut encore gesticuler. Euh, Au niveau d'Europe Car, pour moi, on a atteint un premier objectif sur la zone des 42 centimes d'euros. Maintenant, ça peut consolider à plat, mais je partirai du principe que on aura un deuxième effet qui se coule à un moment donné pour jouer le break et pour jouer, comme je vous ai dit, l'orgie hein, et éventuellement bah, la hausse des prix, hein, sur tout ce qui va être lié au tourisme, etc. Là aussi, on peut avoir l'inflation temporaire, mais c'est ce qui peut jouer la spécule là-dessus. For Farmers, il faudra repasser au-dessus des 5,50 €. Fugro, contrairement à CGG, c'est toujours pas trop mal. Il y a une bonne congestion ici. Éventuellement, il y en aura certains qui verront une épaule, tête, épaule inversée. Et donc la cassure de ces 9,20 € peut déclencher une nouvelle poussée sur Fugro pour revenir aller en visée, je dirais les 10,50 € dans ces eaux-là. Au niveau de GTT, on continue de construire. On a trouvé un bon support, je dirais, sur la zone des 69. Donc on peut rester positif, tenter de revenir sur la zone des 74. Si c'est casse par le bas, évidemment, on restera pas trop en place. Au niveau de Harmony Gold, ça construit plutôt pas mal. On continue d'être dans une tendance qui tente de se relancer. Ce qui nous intéressera, voilà, c'est surtout de casser, vous voyez, cette zone des 5,30 $ pour le renouveau. Ça, évidemment, on aura besoin que l'or retourne au-dessus des 1860 $. Au niveau de Inventiva, alors c'est un petit peu spéculatif, bien entendu, mais on a une congestion ici qui est en train de se mettre en place. Et si vous avez le break là des 12,20 €, ça peut être intéressant à regarder pour une spéculation, pourquoi pas une news, etc. Ipsen, ça reste toujours propre et positif tant que vous tenez la zone des 78 €. Au niveau de LVMH, le luxe, c'est très important à regarder. Ce dont je vous avais parlé, la volatilité du CAC 40, elle vient surtout du luxe. Parce que quand vous avez eu des hausses expo comme ça, vous voyez que vous avez une conso qui fait à peu près 5%, mais qui remet rien en cause du tout. Mais c'est quand même 5% qu'il faut digérer. Et dans la foulée, évidemment, c'est vu comme une opportunité d'achat. Et donc, on a le rebond. Pour autant, maintenant, ce qui va vraiment nous intéresser, donc on a vu qu'il y avait des acheteurs là sur les 600, etc. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité de recasser les plus hauts et d'aller chercher plus haut et de voir comment tout ça, ça va construire. Sinon, éventuellement, si ça bloque, eh ben, c'est la construction de range. Et une conso un petit peu plus forte interviendra si on casse les 600. Éventuellement, on reviendra sur les 570, etc. Mais là encore, on ne remettra pas en cause la tendance haussière de fond long terme en cause. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que vous avez eu des hausses exponentielles comme ça sur des valeurs qui sont très pondérées dans les indices, et bien quand elles font des consos au prorata qui remettent rien en cause sur la tendance, mais qui sont quand même en pourcentage des impacts à 5, 6, 7%, et bien l'indice se trinque également. Et donc il faut l'intégrer à sa stratégie et pas se faire peur dès que l'indice perd 2% sans remettre les choses en perspective et se dire que
Le CAC 40 qui perd 2% aujourd'hui, ce n'est pas le CAC 40 qui perd 2% il y a 2 ans, par exemple. On n'était pas dans les mêmes pondérations, on n'était pas dans les mêmes hausses exponentielles sur les grosses pondérations des indices, L'Oréal, LVMH, etc. Donc c'est ça aussi, il faut, à chaque fois, ces 2%-là ne valent pas la même importance. C'est-à-dire que il y a 2-3 ans, éventuellement 2%, où c'était super important parce qu'on était dans des marchés très congestionnés, etc. Et donc 2%, il y avait vraiment une signification. Quand vous êtes dans des hausses expo comme ça, où vous perdez 2%, c'est rien, c'est de la petite consolidation qui remet rien en cause. Donc il va falloir en fait aussi redéfinir le langage et perdre 2-3%, accepter que ça devienne finalement quelque chose de normal sur un indice, aujourd'hui avec des fortes fluctuations comme pour le Nasdaq, avec des hausses exponentielles et des grosses pondérations, et accepter que voilà, 2-3%, oui, ça peut vous paraître beaucoup, mais que ça fait partie éventuellement des nouvelles normes de volatilité auxquelles il va falloir s'habituer. Almac, ça c'est une valeur beaucoup plus spéculative, on en avait parlé le week-end dernier, elle avait tenté une première sortie, elle a échoué, on revient sur une zone de support qu'il faudrait tenir évidemment, et il faudrait relancer assez rapidement une nouvelle tentative. Et là, il faudrait passer l'essai, bien entendu, et dépasser cette zone des 33 centimes d'euros, et on pourrait créer une spéculation. Allez, si on est un petit peu gourmand, je verrais bien un retour sur la zone des 40 centimes d'euros. Bon, alors il faudrait évidemment une news, etc. A contrario, on passe sous les 27, on annihile, pardon, un petit peu la dynamique. MBWS également, plus petit titre, il y a des bons volumes, il y a eu la cassure ici, on est dans une continuation de relance haussière avec la zone des 1,65 € qui peut être visée. Et après, on aura donc une figure un petit peu plus grosse, vous voyez, en triangle, à se mettre sous la dent. Navia. Navia, ça fait couler beaucoup d'encre et ça va, en tout cas, devenir très intéressant sur la suite. Parce qu'en gros, c'est très important ce qui va se passer sur Navia sur les prochaines séances. Et il faudra prendre des décisions si vous y êtes dessus. Donc vous le voyez, on est dans la congestion. On a sauvé les meubles hier, ce qui nous permet de valider cette oblique ici. Donc soit on est dans un triangle symétrique sur lequel on n'est pas loin de la résistance oblique ici, soit on est dans un triangle ascendant, donc avec une résistance horizontale au niveau des 3. Bon, en gros, l'idée, si on est positif sur la valeur, et si on veut que la valeur se réveille un petit peu et redevienne positive, il va falloir passer les 2,80 € et surtout confirmer assez rapidement avec la cassure des 3 €. Et là, on se remettrait au-dessus des 2,80 €, 3 €, on se remettrait dans des bonnes dispositions pour tenter de retourner et de relancer la tendance de fond. A contrario, tout échec ou toute lenteur à passer ces niveaux-là, et surtout la cassure de ce support oblique ici des 2,50 € doit vous faire prendre vos dispositions. Alors, vous pouvez être long terme, vous pouvez être fondamental, vous pouvez croire à la boîte, etc. Je ne vais pas vous dire le contraire, j'en sais absolument rien, je n'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je vous dis, c'est que graphiquement parlant, sous les 2,50 €, ça serait quand même pas terrible et il faudrait faire attention éventuellement là aussi à ce que le marché à un moment donné lâche et très rapidement revienne pourquoi pas sur la zone des 2 €. Donc voilà, incessamment sous peu, on devrait être un petit peu plus fixé sur le dossier. Nicox également, c'est pas très propre non plus. Il faut dépasser les 4,30 €, 4,40 € pour vraiment libérer un petit peu le potentiel. Nokia, pour moi, on avait atteint l'objectif, on en avait parlé le week-end dernier. On fait de la conso et donc éventuellement, je pense que on peut commencer à construire une figure. Alors voilà, Nokia, éventuellement la construction d'une figure intermédiaire ici que l'on peut commencer à voir en hypothèse. Au niveau de Novacite, peut-être un rebond technique à voir sur Novacite. Il y aura un petit peu de boulot encore, hein. Je pense notamment qu'il faudra réussir à passer cette zone-là des 5 €, 5,10 € à peu près. Mais voilà, il y a eu une bonne séance avec une mèche basse hier, donc à confirmer pour les amateurs de rebond. Sinon, au niveau, donc on a vu Engie, on a Orange également, donc au niveau de toutes ces valeurs un petit peu plus défensives, un petit peu moins non cycliques, on va dire. Vous voyez, on a des bonnes congestions qui se mettent en place. On devrait réussir à casser par le haut et donc à s'ouvrir certainement un rattrapage, hein, je dirais, aux alentours des 11 €, 11,20 €. Au niveau de Orpea, vous avez Corian aussi à regarder, mais au niveau de Orpea, il y a peut-être un petit quelque chose aussi à se mettre sous la dent. Sinon, voilà, globalement, au-dessus des 110 € pour confirmer éventuellement, là aussi,
le retournement. Au niveau de Poxel, on est toujours en attente. Il y aura peut-être quelques news qui devraient tomber d'ici un mois et demi. Donc, globalement, pour commencer à parler de retournement, vous le voyez, il faudra dépasser les 6,80 €. Au niveau de Quantum, c'est un petit peu la même idée. On est en attente de news éventuelles. En attendant, on est dans ce biseau descendant. On a bien réagi sur le point bas. On est en train de tenter le rebond. Alors vous le voyez, avant de retourner la tendance, hein, il y a encore sacrément du boulot. Il y a une news qui peut éventuellement aider à cela. Sinon, globalement, on pourrait revenir dans cette zone-là et on pourrait avoir la congestion qui s'y forme. Au niveau de Renault, on a fait de la consolidation également, vous le voyez, en mode ligne droite en zigzag. Et on est revenu, hein, là aussi, je dirais, sur une zone de soutien. Bon, mon oblique n'est pas la meilleure, mais dans l'idée, c'est qu'on a maintenant la congestion qui se met en place. Donc ça va être très intéressant. Soit en effet, on relance, et donc on continue de valider, voilà, valeur automobile, etc. C'est aussi bon pour le CAC 40. Il faudra réussir à dépasser les 36 € avant de parler de relance haussière de la tendance globale. A contrario, si on vient à buter rapidement ici, à revenir cette zone-là et à lâcher, là, il faudra être un petit peu prudent sur la suite. Au niveau de Ruby, ça reste propre également, on va dire propre dans le sens que ça reste construit, ça nous valide plutôt cette grosse figure en triangle, légèrement ascendant. Et donc on est en train de se chercher ici, et là vous le voyez, il va falloir relancer. Et pour relancer, c'est le premier pivot, ça sera cette zone des 40 €. Au niveau de Safran, c'est comme Airbus, je ne sais pas si on en a parlé plus haut, mais on a Airbus à peu près dans les mêmes dispositions. On est en train de revenir à l'attaque ici pour éventuellement jouer le break. Donc là aussi, si on commence à breaker l'aéro, etc., on a vu pas mal d'actions qui commencent à breaker par le haut, ben voilà, ça aussi, ça peut permettre à certaines valeurs de consolider sur le CAC 40, mais à ces autres valeurs de prendre le relais et à conserver un indice qui, ma foi, reste fort. Au niveau de Sanofi, là aussi, on continue la tendance dont on s'était déjà parlé les dernières fois. J'ai un niveau de résistance vers cette zone des 87 €, 87,30 €. Mais globalement, on va rester positif. Il faudra bien que ça consolide à un moment donné aussi, que ça construise, mais rien de bien méchant. À moyen long terme, on reste aussi Technicolor. On a une tentative de break qui est en train de se mettre en place ici, donc à confirmer. Technip Energy, on est venu chercher le support oblique, on est en train de repasser le niveau pivot. Alors il y a un petit peu de boulot également, je dirais, pour repasser, vous voyez, cette zone des 12,30 € et se remettre en embuscade de cette résistance ici des 12,80 € pour relancer. Mais sinon, globalement, on a là aussi la construction d'un triangle ascendant en termes de figure. Au niveau de Terra Nexus également, on a trouvé du soutien sur cette zone des 12 €. Et donc maintenant, on est en construction là aussi. L'idée qui serait intéressante, ça serait de libérer un petit peu un retour vers cette zone des 14 € et des brouettes en cassant cette zone des 13,10 € et en revenant dans cette zone-là, on se remettrait dans des dispositions pour jouer éventuellement une spécu avant le mois de juin, qui est potentiellement le mois où on devrait avoir l'annonce. Au niveau de Total également, les pétrolières sont très motrices, on le voit, donc on avait breaké cette figure en biseau descendant, fait le pullback cette semaine, et pam, on relance. Ça aussi, ça a beaucoup aidé le CAC 40, et donc on se remet en mode relance. On est en train de breaker donc les précédents plus hauts ici, et on se réouvre certainement une fenêtre d'appréciation vers les 40,50 € pour commencer, et les 41,60 €, je dirais, pour enchaîner. Au niveau de Unibail, on va un petit peu, on est un petit peu dans la continuation de la construction, on le voit. On a joué un petit peu avec le feu. Celle-ci, on va l'enlever. Voilà, et donc globalement, on est dans ce triangle ascendant aussi. On a ce rebond-là qui se fait. Ça va être très important de mettre un chandelier très rapidement vers la zone des 73 € pour jouer vraiment cette cassure. Si on bloque un petit peu trop ici et qu'on revient sur le bas, il faudra se méfier d'une cassure par le bas éventuelle. Au niveau de Valneva, pareil, je serais tenté d'être plutôt neutre dans cette congestion ici, on le voit. Donc là aussi, hop, si je prends pas... Mais bon, vous avez compris l'idée hein, de cette oblique. Voilà. Globalement, pour relancer la dynamique sur Valneva, il faudra repasser, vous voyez, au-dessus de cette 12,30 €, 12,40 €. A contrario, si vous passez sous cette zone des 11,50 €, bon, il y a les 11 € encore, je dirais, qui serviront de support. Mais globalement, ça nous renverrait vers ces 10,70 €, 11 €. Et là, il faudrait vraiment être prudent et pas les casser par le bas, bien entendu. Sinon, on reste un petit peu dans un ventre mou.
à ce stade-là. Veon et potentiellement une belle congestion aussi, on est en train de revenir vers le haut pour tenter un break. Ça peut toujours être intéressant pour jouer un rattrapage. Et Verimatrix, il n'y a rien graphiquement parlant, si ce n'est le fait que voilà, on est revenu sur cette zone des 2,10 €. Il y a une autre zone vers les 2 euros, mais les 2,10 € déjà est une grosse zone de soutien et on voit qu'il y a eu une première réaction. Donc éventuellement on peut revenir ici vers les 2,20 €, retravailler cette zone. Voilà, il y aura certainement encore pas mal de travail, etc. Mais au moins le marché nous a donné un premier repère pour nous dire là il y a potentiellement des acheteurs qui supportent un petit peu le schmilblick et il va falloir attendre de voir un petit peu la construction. On passe aux actions qui ont été votées, etc. Et je vous encourage à faire pareil ce week-end. On a Atos. Donc Atos, globalement, c'est toujours la même chose pour moi. Il faut le voir, je le verrai en mode biseau descendant, là aussi. Figure assez large, mais globalement, on a une bonne zone de soutien aux alentours des 52 €. Il faut se méfier, si ça lâche les 52 €, vous pouvez avoir un sell-off, mode panique, qui peut se mettre en place. Les long-termistes, éventuellement, ils verront un point d'entrée, mais globalement, sinon, ça sera pas terrible, évidemment. Sinon, globalement, on continue de valider les soutiens à ce stade-là, on continue de construire, on peut toujours mettre en place un rebond. Là où la tendance redeviendra un petit peu positive, en gros, c'est de mettre un rebond ici, de le consolider, et derrière de construire dans cette zone-là, ce qui permettrait d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sain derrière. Sinon, en termes de timing, il n'y a pas grand-chose à ce stade-là, si ce n'est éventuellement d'anticiper et d'acheter le bas du biseau. Mais encore une fois, le risque, c'est qu'il casse par le bas et qu'il crée un sell-off. Donc ça, c'était pour Atos. Vous avez Atari également aussi dans une dégradation de tendance dorénavant. Donc là, j'aurais pas grand-chose à me mettre sous le nez. Si éventuellement on veut jouer quelque chose sur Atari, je dirais que voilà, il y a une zone comprise entre les 60 et autour des 60-61 centimes d'euros qui peut jouer un rebond, mais globalement, tant que le titre ne réussira pas cette fois-ci à repasser au-dessus des 68-69, ça va être très compliqué de relancer la dynamique. Donc on est plus en fait dans la mise en place d'une construction intermédiaire et dans du zigzag que dans du renouveau de tendance moyen terme éventuellement. S30, donc bon, je peux vous montrer le graphique, mais ça ne nous dira pas grand-chose. Ce que l'on voit globalement, c'est que le marché avait quand même dégradé la tendance depuis un petit moment. Ce qui me gêne un petit peu sur S30, alors que l'on parle éventuellement de la possibilité d'une OPA, c'est possible. Aujourd'hui, dans un monde de taux bas, dans un monde où vous avez quand même un flottant qui est assez important sur Solution 30, on peut très bien imaginer qu'ils veulent retirer le titre de la cote. Et pour cela, je veux dire, ils peuvent aller chercher du côté du private equity, etc. Ils sont blindés, les taux sont bas. On peut très bien penser qu'il y a des montages financiers qui peuvent se faire pour retirer l'action de la cote sans vraiment que ce soit impossible. Ça serait le scénario évidemment optimiste. Le scénario pessimiste est plus finalement la suspension de cotation dure sans finalement communication. Parce que pour moi, l'idée, on va retirer, on peut très bien, voilà, on suspend la cotation, le soir même, on communique, on dit, voilà, on a décidé de retirer le titre de la cote, on a tel private equity ou telle entreprise cotée qui veut nous accompagner, qui veut devenir actionnaire, blablabla. Voilà, on met les choses en place et on retire l'action de la cote et au fil de l'eau, on vous communiquera les différentes prix, etc. du retrait. 5 jours, ça m'enlève un petit peu ce scénario optimiste-là. Ça me fait plutôt penser qu'on gagne du temps. Alors, évidemment, c'est que de l'hypothèse, hein, ça ne sert à rien. Mais mon sentiment premier, c'est que 5 jours, quand même, c'est très très long. Pas de communication, zéro. Ça me fait plutôt penser que voilà, il y a un truc sur les comptes et qu'en fait, ils essayent de gagner du temps pour en même temps communiquer la problématique et la solution. Parce que 5 jours, c'est quand même très très long. Donc voilà, je ne le verrai pas honnêtement d'un bon oeil. Maintenant, évidemment, on verra bien, hein, c'est du pari. Et puis ceux qui sont sur l'action, il n'y a pas le choix. Maintenant, on peut user la lune hein, là-dessus. On sera devant le fait accompli à un moment donné quand l'annonce sera faite. Donc on ne peut que prendre son mal en patience. Mais voilà, plusieurs personnes m'ont posé la question. Donc je vous donne mon sentiment, qui évidemment
n'a que peu de valeur, on verra bien ce qui sortira. Ubisoft, donc évidemment, là vous voyez, avec cassé par le bas, et donc c'est ce qui crée le sell-off. On revient sur cette zone-là des 52 euros, 51 et des brouettes, c'est une zone de soutien. On a une première réaction. Là aussi, c'est pas moins de risque, etc. C'est de la réaction de rebond pour éventuellement un rebond au prorata de la baisse. Et après, très certainement, ça bloquera, ça reconstruira, et voilà, c'est quelque chose qui demandera de construire une figure, etc. Donc c'est en mode rebond technique à ce stade-là. Autre rebond, c'est sur NeoN. Là aussi, on a peut-être matérialisé un point bas autour des 32 euros. On matérialise un rebond, vous avez une première résistance sur les 34,80 et éventuellement derrière, l'idée, alors elle est toujours descendante, petit à petit elle va continuer de descendre, mais d'aller chercher la moyenne mobile 20. Donc en gros 35 euros, 35 euros 70, etc. Ça serait l'idée, et ensuite là pareil, il faudra voir un petit peu comment ça construit pour avoir un petit peu plus à se mettre sous la dent. Vous avez également quelques actions chinoises évidemment qui se font un petit peu taper en ce moment. Donc Alibaba pour commencer, là aussi, hein, il y avait ce triangle symétrique, je ne sais plus si on l'a vu la semaine dernière ou précédemment. On avait breaké, fait le pullback, confirmé le break. Donc là évidemment c'est baissier. On peut même se dire éventuellement qu'on évolue dans un biseau descendant beaucoup plus large qui pourrait ouvrir même jusqu'à la voie des 190 $. Mais on ne sait pas dire si on va rebondir un petit peu avant ou avant d'aller les chercher, ou même si on ne sait pas dire si on va aller les chercher tout court. Donc là l'idée c'est tout simplement que c'est pas moins de risque, que vous êtes dans une tendance baissière, et donc si on décide d'acheter, c'est parce qu'on a une profondeur de portefeuille, on peut dimensionner une taille de position, et on peut avoir un profil moyen-long terme, donc basé plus sur du fondamentaux, etc., ou jouer de la volatilité éventuelle, mais graphiquement parlant, sinon vous êtes un petit peu en anticipation. Au niveau de Tencent, c'est la même chose. On peut se dire que voilà, ça fait partie des valeurs chinoises qui reviennent sur des niveaux qui sont quand même très intéressants. On voit 14 $, 15 $ sur Tencent, c'est quand même aussi intéressant. Graphiquement parlant, par contre, voilà, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est du rebond technique. Ça demandera certaines... Alors il peut y avoir pas mal de volatilité, hein, parce que vous êtes au prorata de la baisse, mais ça demandera un petit peu de temps certainement à construire également. Voilà un petit peu pour ce que je voulais vous dire cette semaine. Vous avez aussi des titres, vous avez pas mal, on va appeler ça des DOB, donc des titres avec des fondamentaux pourris, euh, qui, euh, qui se financent par obligations convertibles, etc. Bref, je vous en montre une, parce que vous en avez un paquet qui sont petit à petit en train d'exploser. On a vu Visiomed, on a vu... qu'est-ce qu'on a vu d'autres, Arcos, etc. Donc vous avez un paquet de ces titres-là qui explosent les uns après les autres. Évidemment, ça attire, parce que quand ça explose, ça fait plus 30, plus 40, plus 50. On a l'impression qu'on peut gagner rapidement. Donc, mais faites attention par rapport à ça. Taille de position doivent être adaptées. Si vous êtes trop gros, vous allez avoir du mal à tenir la volatilité. De plus, ces actions-là, vous jouez contre le casino. Le casino, c'est ceux qui détiennent les obligations convertibles. Les obligations convertibles sont toujours converties à un prix inférieur de la cotation, donc ils sont toujours gagnants. Et donc leur but, évidemment, c'est de ne pas conserver les titres. Ils vont les revendre sur le marché. Donc c'est-à-dire, une fois que votre épisode haussier est passé, vous avez très rarement suffisamment d'acheteurs pour pouvoir compenser le vendeur des obligations converties en actions qui lui vend sans ménagement aucun, et donc qui met une pression à la baisse. Et ça c'est continu. Donc quand on achète ce genre de truc, il faut être dans une mentalité, prendre ce qu'il y a à prendre, on joue juste la spéculation court terme, et parfois c'est quelques heures, et à la limite on s'en moque d'essayer de choper le plus haut, etc. Non, le but c'est de sortir. Le but c'est de prendre ce qu'on a à prendre, de sortir, et on ne cherche pas à sortir au plus haut, on cherche à faire un différentiel sur une taille de position qui est adaptée, et c'est tout. Et pour 95% d'entre vous, il faut éviter ce genre de titre-là. C'est un coup à vous faire coincer de toute manière, à moyenner à la baisse et à retrouver des positions qui sont trop grosses. Donc les obligations convertibles, sur quelques entreprises, ça va permettre à l'entreprise de survivre suffisamment longtemps pour sortir un produit, pour avoir un projet et pour éventuellement remonter la pente et donc ensuite arrêter les obligations convertibles. Mais pour la plupart des entreprises, ces entreprises auraient déjà fait faillite s'il n'y avait pas les obligations convertibles. Et la problématique, c'est que comme ils n'arrivent pas à rebooster le business model, etc., eh ben, ils continuent avec les obligations convertibles.
Et ça ne veut absolument rien dire. Je vois, oui, mais ils ont 5 millions dans les caisses, etc. La cotation est à 5 millions, donc ça vaut la trésorerie. Ça veut absolument rien dire. Une action peut valoir en dessous de sa trésorerie. Ça vous dit juste que vous n'avez pas suffisamment d'acheteurs pour faire face aux vendeurs des obligations qui sont converties en actions. Et tant que vous n'avez pas la polarité qui s'inverse, c'est-à-dire des news, un business qui s'améliore, etc., pour attirer suffisamment d'acheteurs qui sont capables de gober toutes les actions nouvellement créées, ça ne s'inversera pas, mis à part des pics court terme. Donc c'est un jeu à long terme qui est perdant là-dessus. Vous jouez contre le casino. Donc clairement, vous êtes perdant là-dessus. Donc faites attention par rapport à ça. Ça reste spéculatif. On peut jouer, on peut se faire plaisir, hein, mais c'est ce qu'on dit, hein, taille de position à adapter tant que vous n'avez pas réellement de vraies indications que vous avez un vrai retournement durable qui se met en place et que vous avez un volume acheteur qui est suffisant pour gober les obligations. Et n'oubliez jamais, c'est pas parce que vous arrivez à la fin des obligations convertibles, derrière, il faut se poser la question de comment l'entreprise va continuer de se financer. Et si le business ne rapporte pas d'argent, etc., et a toujours besoin de beaucoup justement d'investissement, etc., bah, ils n'auront pas le choix de créer de nouvelles obligations convertibles, etc. Donc faites attention par rapport à ça. Oui, il y a des trucs qui explosent, il y a des trucs intéressants, mais il faut être vraiment orienté très court terme. Et la plupart d'entre vous, il faut tout simplement éviter ce genre de dossier. C'est fait. La plupart des débutants, en fait, jouent sur ce genre de dossier alors que c'est les plus compliqués. Il faut avoir un minimum de bouteilles. Moi-même, de temps en temps, je vais en tenter un, mais voilà, avec des tailles de position vraiment très petites, et je vais tenter des petits décalages. Je ne cherche pas à faire un home run, hein. On cherche juste à faire un petit décalage. Et c'est le seul moyen de s'en sortir. Mais pour la majorité des cas, la majorité des fois, ça ne sert à rien. C'est vraiment c'est du jeu. Donc on évite évidemment ce genre de choses-là. Voilà, je voulais vous faire le petit laïus par rapport à toutes les questions aussi qui me sont posées. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est toujours les actions qui ont perdu, parce qu'en règle générale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne qui me pose la question est assez perdant, a perdu depuis 2-3 mois sur les actions, essaye de se refaire et va essayer de se refaire rapidement en jouant une valeur spéculative comme ça et en mettant beaucoup. Là, il n'y a rien de pire pour continuer de saigner votre compte et de vous dégoûter à jamais. Donc voilà, évitez les actions où les probabilités sont contre vous dès le début, quoi. C'est ça la complexité. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai peut-être été un petit peu long sur le début, mais c'était pour clarifier un certain nombre de choses. J'essaierai de faire des vidéos plus spécifiques et donc plus droit au but. Sur certains éléments et donc découper comme ça. Mais voilà, je pense que c'était important aussi par rapport à toutes les peurs qu'il y a, l'inflation, le truc, le machin. Les journalistes prendront toujours ce qu'ils peuvent, hein, pour aller dans le sens du vent. Euh, donc voilà, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, donc de mettre le pouce en l'air, de la partager également pour que ça aide d'autres personnes, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et également donc de jouer au jeu de quelle est l'action que vous voulez, dont vous voulez que je parle la semaine prochaine, et les autres, vous votez, et je prends celles qui ont le plus de votes, et on continue comme ça chaque week-end. Je vous souhaite un excellent week-end les graphes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les vidéos. Vous cliquez sur la petite clochette pour recevoir les notifications, comme ça vous ne loupez pas les vidéos que je publie en milieu de semaine également, et qui peuvent vous donner sur des points plus précis un peu plus de détails par rapport à ces vidéos-là, qui restent quand même assez larges le week-end pour essayer d'englober un petit peu tout, mais forcément qui ne rentrent pas dans le détail de certains sujets qui peuvent vous permettre peut-être de comprendre un petit peu mieux certaines choses. Excellent week-end une nouvelle fois, et à lundi sur graphcobourse.fr pour voir la suite ensemble. Salut les graphes.